Exercice 14. Un objet de masse M égale 20 kg, qui est ici, est suspendu à deux câbles de masse négligeable, comme représenté dans la figure ci-dessous. Donc les câbles, ils sont là. Il y en a un qui est là, et puis il y en a un qui est ici. Et la question, c'est que vaut la tension dans chacun des deux câbles. Alors, un des deux câbles, il fait un angle de 60 degrés avec le plafond qui, lui, est horizontal. Et puis, l'autre, il fait un angle droit avec le mur qui est vertical. Donc, ça veut dire que ce câble-là, il est en fait horizontal, hein, celui-ci. Alors, après ces quelques petites considérations, commençons donc par représenter les forces en présence. Je vous l'ai déjà dit, c'est la première chose à faire, c'est de s'imaginer quelles sont les forces en présence. Eh bien, ces forces, vous en avez trois là-dedans, qui agissent donc sur le bloc, hein, parce que finalement, ce qui agit sur les murs, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est ce qui agit sur le bloc. Alors, sur ce bloc, il y en a trois de forces. Il y a le poids, bien entendu, qui est toujours présent. C'est la force qui attire l'objet vers le bas. C'est son propre poids. Et puis, cet objet, il va subir deux forces encore de tension parce qu'il est maintenu par deux câbles. Donc, comme il est maintenu par deux câbles, eh bien, ces deux câbles vont être tendus, en fait. Alors, vous voyez, le truc, c'est que s'il n'y avait qu'un seul câble, c'est-à-dire si je viens avec un sécateur puis que je coupe celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? Le truc, il va balancer là. Et puis à la fin, on va le retrouver comme ça, ici. Et on aura donc un seul câble avec une force de tension, et ce câble, il sera vertical. Donc la force de tension sera verticale aussi. Mais comme justement, il y a un deuxième câble, hein, on n'est pas dans cette situation que je viens de dessiner, hein. Comme il y a ce câble ici, bah du coup, le câble qui est là, il va retenir l'objet. Donc, du coup, s'il va le retenir, il va être tendu. Puis évidemment, le câble vers le haut, lui, il est toujours tendu, bien entendu, parce que l'objet, il a tendance à tirer contre les bas. Donc, on a ici deux forces de tension. Une qu'on va appeler T1, ici, que j'ai mal dessiné, donc je vais tout de suite refaire ça, rebouger ça. Une force, voilà, T1. Et puis on a une autre que je vais dessiner en jaune, T2, qui est donc dans le câble du haut, ici. Donc je tiens à préciser que finalement, toutes ces forces, elles agissent en réalité sur un point qui est la croisée, en fait, ici. Vous voyez que T1 agit sur ce point-là, T2 aussi, ils ont leur point d'application ici, et puis le poids, bah, c'est en fait, je l'ai un peu décalé vers le bas, hein, mais voilà, il passe par ici, si vous voulez. Le poids, il agit en réalité au milieu de l'objet, mais ce poids, bah, voilà, il tire ce point P vers le bas. Donc c'est comme s'il s'appliquait ici. Et donc maintenant, on s'intéresse aux forces, à ces trois forces qui agissent sur le bloc de masse M, qui est là. Alors, le système est immobile, donc statique. On applique la loi de la statique. La résultante des forces est nulle. Donc, la résultante des forces, eh bien, c'est le poids en rouge, plus T1 en vert, plus T2 en jaune, égale 0. Et là, on arrive donc sur le fameux problème qui est que ces forces, comme on peut le voir sur le dessin, elles ont toutes des directions et des sens différents, dont il faut tenir compte dans cette somme ici, qui est une somme de vecteurs. Donc, il va falloir choisir un système d'axes. On se choisit un système d'axes. Puis ensuite, on va écrire, comme on a fait tout à l'heure, les composants des vecteurs P, T1, T2, selon ce système d'axes choisi. Alors, comment procéder? Eh bien, ce système d'axes, on peut le choisir comme on veut. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Il y a juste du plus malin que d'autres. Alors, vous voyez que dans les forces qu'on a dessinées, il y en a deux qui sont perpendiculaires. T1
elle est horizontale parce qu'ici, il y a un angle droit. Là, je ne l'ai pas dessiné, mais sur la donnée, je l'avais dessiné. D'ailleurs, il faudra que je le rajoute à l'occasion dans le corriger. Donc, T1, c'est une force horizontale. Celle-là, hop, horizontale. Et puis, le poids, eh ben, comme toujours, hein, c'est une force verticale. Donc, les deux sont des forces qui sont perpendiculaires. T1 est perpendiculaire au poids. Donc, on a tout intérêt à choisir un système d'axes qui soit un parallèle à T1 et l'autre parallèle à P. Alors, c'est bien sûr ce que j'ai fait ici dans mon schéma. Avec, je vais le faire en bleu, voilà, un axe X, imaginons-le comme ça. Je ne vais pas le faire trop long quand même, hein, parce que c'est un peu n'importe quoi si c'est trop long. Donc, un axe X comme ça, que je choisis vers la droite, et puis un axe vertical Y, comme ça, que je choisis vers le haut. Au lieu de dessiner les axes ici au milieu, hein, ce qu'on fait en physique, finalement, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la direction des axes et le sens. Donc, on écrit souvent ça comme ça. On met un petit IO, XY à côté, mais si vous préférez, vous faites le schéma comme je l'ai fait, avec l'axe qui est au milieu, enfin les axes qui sont au milieu, et donc qui se superposent aux forces. Donc, c'est un petit peu, des fois un petit peu compliqué. Mais enfin bon. Alors maintenant, qu'on a choisi cet axe, regardons quelle est la composante du vecteur P. Selon X. Alors, selon X, le vecteur P, par rapport à X, ben, il n'a pas de composante puisqu'il est perpendiculaire à X. Donc, sa composante selon X, c'est 0. Et sa composante selon Y, ben, c'est la longueur totale du vecteur P, c'est-à-dire P tout court. Il est dans le sens opposé à Y, donc moins P en réalité. Maintenant, je vais faire un boulot similaire, mais avec T1, que je vais dessiner en vert. T1, c'est une force qui est ici, et T1, c'est une force qui est parallèle à l'axe X, mais dans le sens contraire. Donc T1, comme elle est parallèle à l'axe X, sa longueur selon X, bah c'est T1, mais en négatif, puisque T1 va vers la gauche, tandis que l'axe X va vers la droite. Et puis, selon Y, eh bien, la composante, elle est nulle, parce qu'en fait, T1 est perpendiculaire à Y. Donc, il n'y a pas de composante selon Y pour T1. On en reste là. Alors, il reste une dernière force que je vais faire en jaune. Et cette dernière force, c'est la force T2 que vous avez ici. Alors, cette force T2, c'est elle qui va nous poser des problèmes parce qu'elle n'est ni parallèle à X, ni parallèle à Y. Elle est entre nous. Donc, il faut jouer avec la trigonométrie. On sait que là, il y a un angle de 90 degrés. Ça, c'est un plafond qui est horizontal. X, c'est horizontal. Donc, là, vous avez un trait. Là, on retrouve l'angle de 60 degrés. C'est ce qu'on appelle en maths alterne interne. Donc, on a l'angle de 60 degrés ici. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cet angle? Hop, hop. Eh bien, je vais prendre du rose. Voilà. Le vecteur T2, il part de là et il finit ici. Donc, vous allez perpendiculairement, vous descendez sur X. Et ce qu'on veut, c'est la composante ici, celle-là de T2. T2, ça, ce sera la composante T2 selon l'axe X, parallèle à l'X. Alors, cette composante, c'est quoi? Eh bien, si vous regardez le truc, on a
par rapport à l'angle de 60 degrés qui est ici, vous avez cos de 60, c'est égal à le côté adjacent, c'est-à-dire T de x, sur la longueur du vecteur T2. Ça, c'est un x, hein, ce machin. Hop. Donc maintenant, vous faites fois T2 et vous trouvez donc que T de x égale T2 cos alpha. Donc on peut écrire ici que la composante T2 selon x, c'est T2 fois cos alpha. C'est positif hein, parce que T de x, vous voyez, il va dans la direction ici et x aussi. Les deux vont vers la droite, donc positif. Il en reste une. Alors, cette dernière, j'efface ça. Hop, zut, voilà, j'ai effacé juste ce qu'il fallait. Tac, tout ça j'efface aussi. Alors, maintenant, on va regarder la composante selon y. Alors, selon y, même technique, vous partez du bout de T2, que je vais faire en rose, ici, le bout de T2. Vous y allez perpendiculairement sur l'axe Y. Donc ça, c'est perpendiculaire. Et ce qui vous intéresse, c'est la longueur ici. Ça, ce sera la composante T2 selon l'axe Y. Alors, cette composante, elle part du point P, elle va ici. Donc, elle va déjà dans le même sens que Y. Donc, ce sera positif ici. Il y aura un plus dans la parenthèse. Donc, il n'y aura rien puisque ce sera un plus. Alors maintenant, moi, je veux ce côté. Ce côté, c'est l'équivalent de ce côté. Là, on le retrouve, le T2Y. Donc, par rapport à l'angle de 60 degrés, c'est le côté opposé. Donc, qui dit opposé? Sinopipe. Le sinus de 60 degrés, c'est l'opposé, c'est-à-dire T2Y, divisé par l'hypoténuse, qui est la longueur totale du vecteur T2. Et donc là, on arrive à calculer T2, Y. Hop. Oh là, j'ai trop effacé. Bon, bref, je vais le mettre en jaune. De toute façon, je vais devoir tout effacer assez rapidement. T2Y, c'est T2 fois sinus de l'angle alpha. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a fait une grosse partie du travail. Je ne vois jamais de main se lever. Vous n'avez pas de questions? Tout est limpide? Alors, allons-y, continuons. Maintenant, on a fait le plus gros du boulot. Voilà. Je vais rester comme ça pour l'instant. Alors maintenant, je réécris l'équation. Je fais tout dans le détail. Pourquoi je fais tout dans le détail? Parce qu'on est au début. Donc au début, je vais vous apprendre la méthode vraiment bien dans le détail. Mais il se trouve que quand on a une certaine expérience, je vais dire en toute modestie, comme moi, vous imaginez bien que j'ai fait ça pendant des années. Quand on a un peu d'expérience, on n'est pas obligé de tout écrire. Moi, par exemple, si on me demande de résoudre ce problème, je ne vais pas faire tout ce détail. Parce qu'il y a des trucs que j'arrive à faire dans ma tête, mais je vais quand même poser quelques équations. Mais en gros, je vais poser juste les dernières équations. Vous, si vous êtes à l'aise, posez direct les équations. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous procédez par étapes. Donc, on a le poids ici. Le poids, on a dit, c'est 0 moins P. À ça, on ajoute T1. T1, il est là. Donc, T1, c'est moins T1, 0. Et puis à ça, on va finalement ajouter le T2. T2 qui est ici. Voilà. Donc, c'est T2 cos alpha, T2 sinus alpha. Et donc, le tout est égal à, je vais mettre ça en bleu, est égal à 0. Et donc, le vecteur 0, c'est quoi le vecteur 0? C'est 0 en haut, 0 en bas. Donc, cette équation, on peut l'écrire sous cette forme.
C'est une des étapes. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer, comme tout à l'heure, en deux. Ce qui est en dessus de la ligne rose, c'est tout ce qui concerne l'axe X. Ce qui est en dessous, c'est tout ce qui concerne l'axe Y. Alors, ça, je le fais là. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Ça, je le fais ici. Je vais effacer juste ceci, ça j'efface. Je garde juste ce que j'ai marqué là. Donc maintenant, je décompose le tout. J'ai 0 moins P, cette partie-là. Si je regarde ce qui se passe selon l'axe X, j'aurai donc 0, qui apparaît là. Ensuite, j'ai moins T1. C'est le moins T1 qui apparaît là. Plus T2 cos, j'ai marqué alpha, mais c'est 60 en fait. Hein. C'est plus T2 cos 60. Il apparaît là. Puis si maintenant je regarde la même chose, mais selon l'axe Y, selon l'axe Y, j'ai moins P ici, moins P, 0 pour T1, 0, et puis finalement en jaune, T2 sinus de 60. T2 sinus de 60. Et puis j'ai oublié de parler des zéros, hein, mais en fait ici il y a 0, puis là il y a 0, on les retrouve ici et là. Donc voilà comment on obtient ces équations. Et ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps, c'est que quand vous êtes à l'aise, en général, vous pouvez écrire direct ces équations, voire carrément la version nettoyée, c'est-à-dire sans les zéros qui sont inutiles. Ici, il y a 2 zéros qui sont inutiles, celui-ci et celui-ci. Alors, que faire avec la première équation? On va la nettoyer donc, et ce que je décide de faire, c'est de passer le moins T1 de l'autre côté ici. Donc, il va rester T2 cos de 60 égale, justement, si on fait plus T1, là on enlève celui-ci, et puis on a 0 plus T1, ça donne T1. Donc on trouve cette équation-là. Celle du bas, là aussi, je la nettoie, donc le 0, j'ai déjà dit que je l'enlève, et puis donc maintenant j'ai moins P plus T2 sinus de 60 égale 0. Donc je choisis d'ajouter ici P plus P. Et donc, là, il va dégager, hein, moins P plus P, ça fait 0. Il va rester T2 sinus de 60. Et puis, il va rester P égale P. 0 plus P, ça fait P. Voilà ces équations qu'on peut écrire. Ces deux équations-là, que j'encadre une fois en rouge, là. Voilà. Alors, maintenant, je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est les forces de tension, T1 et T2. Donc, nous, on veut T1 et puis on veut aussi T2. Alors, on voit qu'elles apparaissent dans ces équations, donc on va évidemment exploiter ces équations. La première des deux équations, elle ne nous est pas utile. Quelle est la stratégie en fait? Là, vous avez T2 qui est inconnu, là, vous avez T2 et T1. Donc, l'idée, c'est d'utiliser celle-ci pour trouver T2. Puis quand on l'aura, on la balance là-dedans et puis on pourra sortir T1. C'est ça l'idée. Alors, dans un premier temps, j'ai déjà calculé le poids. Parce que le P qu'il y a ici, là, dans la formule, le P, on le connaît, c'est le poids, c'est P égale M fois G. Donc, comme le bloc il fait 20 kg, fois G 9,81, ça fait 196,2 newtons. Donc, on connaît le poids, ça c'est réglé. Maintenant, comment calculer le reste? Avec un petit peu d'algèbre. Vous allez voir, on va y arriver assez rapidement. Alors, je vais mettre tout ça ici. Excusez-moi, il y a un petit problème. Voilà, ici, le problème est réglé. Très bien. Alors, je vais aller un peu plus bas. OK. Donc, on a trouvé le poids. Je remonte. P égale 196,2. Donc, maintenant, on connaît ce poids ici. Alors, si maintenant, je veux connaître T2, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me séparer du sinus de 60 qui est ici. Comment je fais? Je divise par le sinus de 60. Et donc, j'obtiens que T2, ce que je cherche,
est égal à P sur sinus de 60. Et donc, le poids P, on l'a calculé avant, hein, 196,2, divisé donc par sinus de 60, vous trouvez la valeur de T2 qui est égale à 226,6 newtons. Donc maintenant, dans l'équation ici, on connaît T2. Et donc, comme on connaît aussi cos de 60, ce qu'on va pouvoir calculer, c'est la force T1. On applique T1, c'est T2. Donc là, on prend les 226, on les injecte, hein, ils sont là en fait. Et puis, on multiplie par cos de 60. Vous pouvez le voir ici, cos de 60, hein, qu'on avait là. Et donc, cos de 60 fois 226,6, eh bien, ça nous donne la réponse pour T1 qui est 113,3 newtons. Et donc, en définitive, on a tout calculé. Hein. On a ici, en rouge, la force T1, en bleu, la force T2, et puis il y a même le poids hein, qui est vert. On a nos trois forces.